Je suis un peu stressée, c'est normal, c'est la vie. La capacité exclusive des femmes à pouvoir abriter un corps humain, servant comme un tunnel à travers lequel on passe tous afin d'exister sur Terre, est le phénomène qui est utilisé comme motif de la légitimité de l'existence d'une société patriarcale. D'après certains historiens, les sociétés avant l'âge de glace étaient plutôt égalitaires. Nous étions encore à l'état de nature et notre seule préoccupation était de survivre et de subsister, hommes comme femmes. Mais ces sociétés ont connu une transformation suite à la sédentarisation de la famille qui était à présent composée de 3 générations et qui ne pouvait plus se déplacer sur de longues distances. Ce qui voulait dire que la propriété devait être non seulement privée, mais protégée. Par qui ? Par les hommes, qui eux étaient plus forts physiquement. Cette propriété devait également être léguée à une descendance mâle qui, à son tour, pouvait la protéger. Les femmes ont alors été réduites à un rôle de reproduction afin d'assurer l'existence de cette descendance mâle et également parce qu'elles étaient ralenties par les grossesses et les enfants en bas âge. Cela a créé un sentiment de supériorité chez la gente masculine qui perdure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans une Europe fermement chrétienne, on l'applaudit. Dans une Europe fermement chrétienne durant le Moyen-Âge, l'argent est considéré comme immoral et la spiritualité associée à la modestie, l'humilité et la privation, ce qui rend l'argent tabou. À partir du XVe siècle, des savants commencent à démystifier l'immoralité de l'argent en affirmant que c'est ni une récompense, ni une punition de Dieu, mais plutôt une chance qui requiert compréhension et patience. Avec la montée du protestantisme en Europe, des prêcheurs tels que John Calvin, qui lui était suisse, affirment devant leur congrégation que le fait de gagner de l'argent est en concordance avec les valeurs du protestantisme, c'est-à-dire le travail dur, l'abnégation, ainsi que la patience, l'honnêteté et... j'ai oublié. En 1670, la République allemande est la première nation fondamentalement capitaliste au monde et les sermons promouvant le travail retentissent dans tout le pays. Un petit bond en avant, après la fin de la guerre froide avec la chute de l'URSS, le American Way of Life prend de plus en plus d'ampleur et le capitalisme devient le système économique le plus répandu, géographiquement parlant. À partir du XVe siècle, les pays européens commencent à construire des ports un peu partout en Afrique afin de faciliter le commerce et créer des voies d'accès vers l'Asie. Des pays tels que l'Espagne et le Portugal se font concurrence et décident, après cela, à travers un traité, de se partager le monde tel un gâteau au chocolat. Pendant ce processus, les Africains deviennent eux-mêmes des produits du commerce européen, ce qui donne naissance à la traite négrière, qui connaît tellement du succès à un moment que les navires européens passent en Afrique pour les capturer ou les acheter et les échanger en Amérique contre de l'or, du sucre ou du café. Après cela, les pays européens s'emparent des empires africains afin d'y exploiter les ressources en se servant du labeur forcé des populations locales. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la création des Nations Unies, les pays africains obtiennent leur indépendance grâce à une vague de décolonisation qui a débuté 2 siècles auparavant en Amérique. Le patriarcat, la suprématie blanche et le capitalisme sont 3 systèmes interconnectés qui régissent les fonctionnements du monde tel que nous le connaissons actuellement. Mais nous, natifs du continent africain, avons subi une double tragédie qui a façonné les rapports que nous entretenons au sein de nos communautés actuellement. Mais nous n'échappons bien évidemment pas aux problèmes que nous avons avec le reste du monde. Nous essayons de paraître forts afin d'accepter cette réalité dont nous avons si honte et qui touche nos égos.
Comment a-t-on pu permettre à l'Européen de le tuer et d'exploiter nos ressources de la sorte? Cette tentative de paraître digne, après tant de siècles de souffrance, nous pille de notre humanité car nous nous y prenons plutôt mal. Nos croyances, nos pratiques, nos cultures, nos corps, ainsi que nos modes de vie sont évolutifs et changent en même temps que les évolutions techniques. Mais il y a bien une chose qui ne change pas, cette routine de vie, ce schéma répétitif que l'on reproduit et que l'on transmet à nos enfants de génération en génération. C'est bien le chemin vers le succès et la réussite. Nous venons au monde, nous commençons à apprendre comment s'asseoir, marcher à quatre pattes, ensuite marcher sur nos deux pieds. Après cela, vient le temps d'aller à l'école, la maternelle, le primaire, le collège, enfin le lycée. S'ensuit les études supérieures, afin d'avoir un diplôme pour intégrer le marché du travail. Et durant cette période se crée une phase décisive durant laquelle on peut distinguer la socialisation des deux genres dans nos cultures subsahariennes. Les filles se marient souvent avant de finir leurs études, et les garçons, eux, doivent acquérir une certaine stabilité financière, car considérés comme des chefs devant mener de futurs bateaux. Après cela, un travail stable et une vie de famille. Voici le schéma idéal que nous avons en tête. Voici le standard. Un schéma qui reste figé. Un schéma qui a certes changé en termes d'étapes et de procédés, mais certainement pas en termes d'objectifs et de patrimoine social. Tous ceux qui n'accomplissent pas ce schéma sont considérés comme des personnes ayant échoué à l'école de la vie. Nous oublions que les étapes qui constituent ce schéma sont des étapes qui s'apprennent, qui nécessitent des outils qui sont parfois différents en fonction des individus. Ce ne sont pas des choses innées ou qui viennent naturellement comme nous le pensons. Être un conjoint, ça s'apprend, tout comme être un parent, ça s'apprend. Nous sommes devenus tellement focalisés sur l'accumulation de richesses que nous avons oublié notre côté humain qui nécessite de la compréhension et de la patience. Nous faisons souvent face à certaines difficultés en tant qu'Africains que l'on minimise et que l'on taxe de problèmes de blancs, tels que les maladies mentales ou certains comportements que l'on peut considérer comme de la rébellion ou de l'indiscipline. Donc bonsoir. Je suppose qu'il y en a parmi vous qui se disent c'était pas trop tôt. Donc je m'appelle Fatouma Diallo, j'ai 21 ans, je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la source de nos malheurs, de nos mal-être, pardon. Nos mal-être proviennent presque tous de la même source, notre enfance. Les enfants sont comme des éponges. Ce sont des êtres nouveaux, ils n'existaient pas auparavant. Ils sont littéralement en mode coucou, je suis nouveau sur Terre, comment ça se passe quoi? Donc, ils absorbent tout ce à quoi ils ont accès à travers leurs 5 sens. Ils vont être curieux, ils vont poser des questions, ils vont faire des bêtises, parfois casser vos vases préférés. Mais c'est la vie, c'est comme ça et on y est tous passés. Et si on ne nourrit pas leur curiosité correctement, cela peut être un facteur déterminant de leur perception de la vie. Lorsque nous vivons des traumatismes durant notre enfance, ces traumatismes restent au fond de notre esprit et peuvent prendre 2 trajectoires. La première trajectoire fait que ces traumatismes se déversent inconsciemment de nos vies d'adultes et impactent nos relations humaines, notamment nos relations amoureuses. Ce phénomène est expliqué à travers la théorie de l'attachement. C'est le principe selon lequel la manière dont nous sommes traités et aimés par nos parents affecte la manière dont nous aimons et acceptons d'être aimés dans nos futures relations amoureuses. La deuxième trajectoire de ces traumatismes prend une ampleur générationnelle. Parfois, nous sommes traités d'une certaine manière de la part de nos parents, et nous pensons que c'est normal. Nous sommes conditionnés à penser que c'est normal. C'est ça l'éducation africaine. Voilà, il faut te taper pour comprendre. Et du coup, nous intériorisons ces traumatismes-là. Et quand nous grandissons et nous avons des enfants, nous leur transmettons ces traumatismes. Donc, je suppose que vous vous demandez pourquoi je viens de faire tout ce monologue accompli à un cours d'histoire. Je m'explique. Je vais vous raconter quelques petites histoires.
Tout d'abord, je vais vous parler de Marie-Hélène. Marie-Hélène a 20 ans. Lorsqu'elle avait 8 ans, sa maman l'a surprise dans les toilettes avec la fille de la voisine en train de faire des bêtises. Résultat, elle fut corrigée, frappée, et sa mère ne lui en a plus jamais parlé, elle lui a juste dit de ne plus recommencer. Marie-Hélène sait maintenant que la raison pour laquelle elle se comportait de cette manière, c'est parce qu'elle avait subi des attouchements sexuels quand elle était petite, quand elle avait 5 ans, et ça a affecté sa vision. Et si sa mère l'avait écoutée et lui avait demandé pourquoi elle s'était comportée de cette manière, elle aurait pu comprendre et régler le problème dès le bas âge. Mais Marie-Hélène transporte ses traumatismes avec elle. Mais elle comprend maintenant pourquoi, par exemple, elle avait peur du noir quand elle était petite, car ça fait partie des symptômes. Maintenant, je vais vous parler de Nidia. Nidia a 24 ans. Elle m'a expliqué un jour que ses parents l'avaient abandonnée quand elle avait 2 ans et que la raison pour laquelle elle n'arrive pas à durer avec les hommes, c'est parce qu'elle a peur qu'ils les abandonnent, donc elle les abandonne avant qu'ils l'abandonnent. Vous avez compris? Okay. Donc, elle a peur d'être abandonnée, donc elle ne reste jamais dans ses relations. Et elle sait très bien que c'est parce que ses parents l'ont abandonnée quand elle était petite. Maintenant, je vais vous parler de Binta. Binta est très intéressante. Elle est née et elle a grandi au Koweït. Elle a des parents diplomates, Peul. Quand elle était au lycée, elle était dans un lycée français, elle ne rentrait pas dans les standards de beauté. Elle était noire, certes claire, mais toujours noire, avec des cheveux crépus, et elle était plutôt enveloppée. Et le standard de beauté, là-bas, c'était d'être grande, fine, claire, avec des cheveux longs et lisses. Mais le problème, c'est que quand Binta rentrait chez elle, ça ne s'améliorait pas. Elle retrouvait un environnement hostile, où ses parents continuaient à la critiquer sur son physique. Tu es trop grosse, tu es trop noire, tes cheveux sont trop crépus. Aujourd'hui, Binta a développé un trouble alimentaire. Elle est boulimique, alors qu'elle fait 65 kg pour 170 cm. Mais la voix de ses parents retentit toujours dans sa tête. Elle n'arrive pas à oublier ce qu'ils disaient. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa mère, une Peul 100%, a grandi dans un environnement où on lui a fait comprendre que la valeur d'une femme réside dans sa beauté. Et que si tu es belle, c'est ton passeport dans la vie. Et du coup, sa mère a subi la même chose quand elle était petite. Elle a eu de la pression, elle a été critiquée sur son physique, au point où elle est arrivée à l'aspect physique qu'elle a atteint avant de se marier. Maintenant, je vais vous parler de Nicolas. Nicolas a des parents très stricts. Nicolas voulait faire de la photographie, mais ses parents l'ont obligé à faire médecine, car ses parents sont vieux. Et après la décolonisation, les métiers qui étaient les plus prisés, c'était les métiers dans l'administration. Et les métiers créatifs tels que l'art, la photographie, etc., étaient mal vus. Et c'est pour ça que ses parents l'ont obligé à faire médecine. Sauf qu'il a raté 2 fois sa 2e année et sa 4e année. Et il est tombé en dépression en pleine 3e année. Maintenant, il a décidé de quitter la médecine et de poursuivre sa passion en photographie. La raison pour laquelle je vous ai parlé de tout cela, c'est pour vous montrer que ces 3 systèmes-là qui régissent le fonctionnement de notre monde sont en partie la cause de nos problèmes. Le patriarcat nous pousse à blâmer les victimes d'abus sexuels au lieu de les protéger, ce qui était le cas de Marie-Hélène. La colonisation et l'esclavage nous ont poussés à créer des mécanismes de défense afin de survivre dans un monde où nous avons été assujettis et où la couleur de notre peau a longtemps été considérée comme un désavantage. Le capitalisme nous pousse à penser que l'accumulation de richesses va nous faire oublier nos problèmes et va les régler, et va même régler les maux que nous avons dans nos âmes et nos esprits. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que si vous sortez d'ici, il faudra regarder les gens autour de vous que vous avez peut-être jugés un jour d'une manière plus humaine. Et comprendre que nous sommes tous des individus différents. Il faudra comprendre qu'on ne peut pas changer nos aînés, ni la pudeur malsaine qu'ils ont créée autour de sujets nécessaires qu'il fallait avoir pour
pour le développement social et humain de nos communautés. Donc j'espère que quand vous rentrerez chez vous, vous allez retourner à la source, à votre enfance, que vous allez essayer de savoir pourquoi vous vous comportez comme vous vous comportez aujourd'hui. J'espère qu'aussi vous penserez à aller à la thérapie parce que ce n'est pas que pour les gens qui sont fous. Et j'espère aussi que vous vous débarrasserez de toute rancune que vous aurez à l'égard de vos parents si jamais ils ont été toxiques. Parce que ce n'est pas leur faute. Ils ont été conditionnés à réfléchir et agir d'une certaine manière afin de survivre dans le monde. Parce que pour eux, ça a toujours été une question de survie. Merci.